Qui est en Guayaquil ici? Première année, il y a combien de personnes par salle? En film 1000, 1500, 2000. Ok, ça c'est un enseignant qui est en train de parler. Bon, maintenant, je veux que vous puissiez réfléchir à quelque chose. Si on a 100% de réussite au bac, qu'est-ce qui va se passer? Réfléchissons seulement un peu. Il y a eu combien de candidats au bac cette année? Il y a eu combien? Environ 200 000 étudiants. Si tous passent le bac, qu'est-ce qui va se passer? Si on a 100% de réussite, qu'est-ce qui va se passer en Guayaquil? À Soa? En fait, c'est la guerre civile. Il y aura seulement la guerre civile. Parce que ces enfants n'auront nulle part où fréquenter. Ils vont fréquenter où? Il n'y a aucune école qui va pouvoir les accueillir. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit environ 200 000 étudiants comme ça, les écoles privées, je ne suis même pas sûr que ça atteigne 15%. Hein. Je ne suis pas sûr que ça atteigne 15%. C'est vrai que les chiffres, je ne les ai pas exacts. Mais je veux prendre juste quelques écoles privées. Si on prend VOC, il y a eu combien d'étudiants qui ont fait le bac à VOC? Combien d'élèves, je veux dire? Est-ce qu'ils atteignent 200? Je ne pense pas. Si vous regardez la plupart des écoles privées, il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Ou du moins beaucoup d'élèves. Je dis étudiants parce que bon, ils vont subir juste après. Ça veut dire que la majeure partie des personnes qui composent le bac sont dans des écoles publiques. Et on sait ce que c'est que l'école publique. Moi, par exemple, j'ai fait le lycée de Tinga, qui n'est pas loin d'ici. Nous étions 180 dans une salle de classe. Et quand l'enseignant entre, il vous regarde, il rit seulement. Il dit que vraiment, c'est juste parce qu'on me paye qu'il vient même ici, sinon, vous là, je sais comment vous allez finir. Donc, ce qui veut dire qu'à l'école publique, la plupart des personnes qui y fréquentent n'ont pas beaucoup de moyens. On est d'accord? Ok. Quand tu n'as déjà pas beaucoup de moyens pour faire le secondaire, où la pension, parfois, c'est 15 000. La pension au secondaire, c'est combien au public actuellement? 40 000. 35 000. Ok. Disons même 50 000. Disons 50 000. Ça veut dire que vous fréquentez dans un endroit où la pension, c'est 50 000. Maintenant, vous devez aller à l'université. Ce n'est pas à l'université que vous allez avoir 1 million pour payer la pension. Ou 500 000. Ou 300 000 par an. Ce sera difficile. Donc, ce qui fait que la plupart de ces élèves vont se diriger vers des écoles, du moins des universités publiques, c'est-à-dire SOA, Guayaquil, ainsi de suite. Bon, sauf qu'ils vont s'asseoir comment en classe? Ils vont fréquenter comment? Dans quelles conditions? Si déjà, avant même qu'ils ne passent le bac, ceux qui étaient déjà là explosaient déjà tous les chiffres. En fait, la réflexion que je vous amène à avoir maintenant vous pousse à comprendre qu'il y a d'abord une volonté politique à faire en sorte que le pourcentage de réussite au bac soit faible. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous êtes loin de l'analyse. Il y a une volonté politique. Sinon, ça va créer la guerre civile. Si tout le monde passe le bac. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait que lorsque les parents de ces enfants dansent sur Internet, pourquoi eux, ils doivent étudier? Si tu te connectes sur TikTok, tu vois ton père en train de danser. Tu vois ta mère en train de tourner les fesses. Le soir, à la maison, il te dit il faut étudier, il faut lire. Pourquoi lire quand le parent tourne les fesses en ligne? Quelle est la pertinence de lire? Quelle est la pertinence d'étudier? Quand ton enseignant, que tu apprécies beaucoup à l'école, est dans les manifestations pour dire que depuis 2 ans, il n'a pas de salaire. Tu le vois à la télé. Il a une plaque en main. Le journaliste lui passe le micro. Il dit vraiment, ça ne peut plus continuer comme ça. On a trop souffert, OTS. Il dit, depuis 3 ans, je n'ai pas de salaire. L'élève écoute ça à la télé. L'enseignant qui était son modèle, qui était très intelligent en classe, ça veut dire, lui, il est en train d'étudier.
L'enseignant qui est son modèle, qui est très intelligent, est en train de marcher dans la rue pour dire, depuis 3 ans, il n'est pas de salaire. Quand l'enseignant vient en classe et qu'il y a les exercices, ça fait rire, c'est bon. Il dit que le pauvre, ce n'est pas mieux qu'on arrête même tout ça maintenant. Puisque même pour toi, ça ne marche pas. Toi qui as fait tous ces exercices avant, tu étais le major. Tu es en train de marcher dans la rue. Combien de fois moi qui suis en train de... C'est mieux que j'anticipe maintenant. J'arrête une fois maintenant. Et je me lance dans quelque chose. Parce que c'est le discours inconscient qui passe dans la tête des élèves. Fatalement. Je n'ai même pas envie d'aller sur les conditions socio-économiques de l'enseignant quand il vient en classe. Parce que quand l'élève vient en classe, lui, il a son iPhone 13 Pro. Parfois, il dit à l'enseignant que s'il vous plaît, monsieur, passez-moi un peu votre numéro WhatsApp, je vais vous envoyer mon devoir. L'enseignant n'a pas d'Android. L'enseignant n'a pas. L'enseignant dit que, ouais, est-ce que tu peux m'envoyer par SMS? Il dit que, mais l'enseignant n'a pas de téléphone. Ça veut dire que ce n'est pas l'enseignement qu'il faut faire. Et comme si ça ne suffisait pas, un jour, toujours, cet élève est connecté en ligne et il voit un nouveau document qu'on vient de signer, un décret. Et quand il lit le décret, on lui dit qu'à l'école normale, on n'intègre plus. Ça veut dire que ceux qui ont passé le concours pour entrer à l'école normale, pour devenir enseignants, désormais, quand ils finissent l'école, on ne les intègre plus. Ils doivent maintenant se débrouiller après la formation. Il comprend directement que même son enseignant ne comprend pas ce qui lui arrive. Lui, il comprend mieux que l'enseignant. Et pourquoi il va étudier? Parce qu'à contrario, il voit un autre élève comme lui, qui gagne des millions par jour. Sur Internet, sur TikTok. Et l'élève là se vante en disant que moi j'ai arrêté l'école en 3e. Il dit, hey, voilà un élève comme nous. Lui n'a pas le bac, mais il a la voiture. Ce que l'enseignant n'a pas. Il voyage dans plusieurs pays à travers le monde. Ce que l'enseignant ne peut pas faire. Du coup, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce que lui fait pour pouvoir avoir ça? Moi, j'ai envie de faire pareil. Parce que c'est peut-être ça qui fonctionne. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une société, on fonctionne par modèle. Tout le monde fonctionne par modèle. Même si vous pensez ne pas avoir de modèle, même inconsciemment, vous en avez. Si vous avez décidé de lancer un projet, c'est parce que vous avez un modèle. Le modèle, ça peut être l'ambition que vous voulez devenir, ou du moins à laquelle vous aspirez. Et cette ambition-là, il y a quelqu'un qui l'a déjà atteint. Ou quelqu'un qui a déjà un niveau très élevé et qui vous inspire, même inconsciemment. Ça peut être vos parents, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un même dans un autre pays, ça peut être quelqu'un que vous suivez sur Internet, et ainsi de suite. Et c'est ça qui vous pousse parfois à vous dire, j'ai envie de me lancer dans telle activité. Je n'ai plus envie de faire ça, j'ai plutôt envie de faire ça. J'ai envie de pouvoir atteindre tel objectif. C'est parce que vous avez un modèle que vous suivez. Moi, quand j'étais au secondaire, c'est parce que j'avais un modèle que j'aimais les mathématiques. Je suis sûr que c'est pareil pour vous. Vous faisiez quelque chose parce que vous avez un modèle. Ça peut être aussi sous la contrainte. Mais de toutes les manières, même si c'est sous la contrainte, lorsque cette contrainte va être levée ou lorsque vous allez avoir les moyens de lever cette contrainte, vous allez maintenant suivre un modèle propre à vous. Donc peut-être vos parents peuvent vous imposer à faire certaines filières, mais dès que vous allez avoir les moyens ou les ressources nécessaires pour ne plus être sous leur imposition ou alors sous leur contrainte, vous allez maintenant suivre un modèle propre à vous. Donc c'est la preuve que chacun de nous a un modèle. Le problème donc, c'est que dans une société normale, on contrôle les modèles pour éviter que les plus jeunes n'aient des modèles qui vont détruire la société plus tard. On contrôle qui sont les modèles. Parce que ces modèles ont une influence sur ceux qui sont en bas et qui les observent et qui vont vouloir devenir comme eux ou alors calquer ce qu'ils ont fait. Sauf que dans notre société, il n'y a rien qui est mis en place pour définir les modèles, pour mettre en avant les modèles qu'on souhaiterait
pour notre pays sur le long terme. Et du coup, tout le monde peut devenir modèle à n'importe quel moment. Toi, aujourd'hui, tu peux devenir modèle de beaucoup de gens. Il suffit que tu saches utiliser les réseaux sociaux, que tu produises des contenus qui ont un certain impact, qu'importe ce que tu dis. Et du coup, si tu le fais très bien pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, tu vas devenir le modèle des gens. Ainsi de suite. Et ceux qui sont donc derrière les élèves vont regarder ce que tu fais et vont se dire, pourquoi pas m'inspirer de ce que lui, il est en train de faire aussi. Et ce sont ces élèves-là qui demain vont devenir les enseignants, vont devenir les médecins, vont devenir les dirigeants. Et ils vont toujours continuer de faire ce qu'ils faisaient avant. Vous pensez que si un élève au secondaire se droguait pendant 10 ans, c'est quand il sera ministre qu'il ne va plus se droguer? Vous pensez vraiment? Moi, j'ai fait l'internat où les gens se droguaient. Et la plupart de ceux que je connais qui se droguaient à l'internat, jusqu'à aujourd'hui, se droguent toujours. Jusqu'à aujourd'hui. Très peu ont arrêté. Très peu. D'abord que c'est addictif. Et donc, même si tu veux en sortir, c'est très difficile. Donc, il y a un certain nombre de travers qui peuvent expliquer ce genre de choses. Ce n'est pas seulement du fait de dire que les enfants sont sur TikTok. Ils copient qui en allant sur TikTok? Ils copient qui? Ils ne se sont pas levés un matin pour dire que je m'en vais sur TikTok, commencer à tourner les fesses. Non, ils ont vu quelqu'un faire. Ils ont vu des gens faire et ils ont vu que certainement ça apporte des résultats. Puisque ces gens montrent un niveau de vie qui parfois peut pousser à vouloir reproduire des choses pareillement. Donc ce qui arrive à nos enfants aujourd'hui, c'est à cause de nous, totalement. Directement ou indirectement. Quand je dis nous, ça part des dirigeants jusqu'à nous. Donc, on ne peut pas venir aujourd'hui dire qu'ils n'étudient pas, ils ne font pas ceci. Non, c'est trop facile. Est-ce que c'est eux-mêmes qui payent leur pension? Il y a quelqu'un qui paye leur pension, qui s'occupe de leur éducation, qui s'occupe de les suivre, de les accompagner. Donc, c'est nous tous. Au-delà du fait que c'est bien quand ils ne sont pas très nombreux à passer. Parce que ça permet de contenir une menace qui, à un moment donné, peut exploser. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, la jeunesse qui, en principe, devait être un très grand atout, devient une grande menace. Une grande menace parce qu'à cette jeunesse, on n'a pas d'emploi à leur proposer. On n'a pas d'opportunité à leur proposer. On n'a pas d'études de qualité à leur proposer. On n'a pas d'environnement adéquat à vivre, à leur proposer. On n'a rien de pertinent à leur proposer. Donc, du coup, ça devient une bombe à retardement. Pour le moment, la seule chose qui les calme, c'est l'alcool et l'église, pour le moment. Mais ça ne va pas durer longtemps. Parce que les deux là sont en train d'être bousculés de plus en plus, surtout la religion. L'alcool encore, ça peut durer longtemps, mais la religion est en train de s'effriter au fur et à mesure. Mais à un moment donné, ça ne pourra plus tenir. Parce que quand ils vont être lucides, parce qu'ils ne boivent plus, parce qu'ils ne se droguent plus, et quand ils vont arrêter de confier leur avenir à une entité divine, ils vont descendre dans la rue et tuer des gens réellement. Ça ne sera plus juste la nuit seulement. Les microbes, ça ne sera plus seulement de temps en temps, ça sera permanent. Et ça, c'est l'une des premières réalités que vous devez comprendre. Ça veut dire que lorsque vous allez vous lancer, vous allez faire face à des contingences qui ne dépendent pas de vous. Qui ne dépendent pas de vous. Qu'est-ce que j'entends par contingence? Ce sont des influences qui vont attaquer votre business et qui ne dépendent pas de vous. Parce que depuis que je parle de l'école, je parle du bac, vous avez peut-être l'impression que ça n'a rien à voir avec le thème. Mais quand vous créez vos entreprises, là, vous allez recruter qui? Là, on vient maintenant au thème. Parce que quand je parle du bac, je parle des enfants, je parle de ces influences-là, vous avez l'impression que ça n'a rien à voir avec le thème. C'est une vérité cachée. C'est que tu vas créer ton entreprise aujourd'hui de BTP. Tu ne peux pas travailler seul. Peut-être tu as gagné un marché où vous devez faire peut-être un R+2. Pour faire ton R+2, tu as besoin des maçons, tu as besoin des peintres, tu as besoin des menuisiers. Tu vas recruter le peintre où? En fait, le peintre, c'est aussi celui qu'on est en train de dire là qu'il est à l'école là. Il fait partie d'eux. Qui vient d'avoir aussi le bac. Qui se drogue.
qui est sur TikTok, qui tourne les fesses. Mais il a aussi vu une offre là qu'on veut menuiser. Il dit, hey, j'ai aussi fait la menuiserie. Il postule. Il est là aussi. Dans ton entreprise cette fois. Le maçon, pareil. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas monté un mur parce qu'il n'a pas gagné de marché. Il voit un nouveau marché. Hey, hey, il postule rapidement. Entre-temps, lui, il se droguait au calme au quartier. Comme il voit qu'il y a une offre de service là, il vient, il postule. Il est vraiment maçon. Il vient, il te dit qu'il peut faire le travail. Sauf que maintenant, tu vas donc créer une entreprise dans laquelle tu n'auras que ce type de personnes-là en majorité. Parce que c'est eux qui sont produits par le système éducatif. Et c'est là où ta première vérité cachée va te détruire. C'est pour ça que vous allez voir des entrepreneurs dire vraiment c'est difficile de trouver des gens qui ont la même vision que moi, qui comprennent les valeurs de l'entreprise. Mais ils ont appris les valeurs là-haut. On te dit qu'à l'école on se drogue, on tue les enseignants. À l'école les enfants n'ont plus de modèle parce que les enseignants marchent dans la rue. Et pourquoi tu veux qu'il ait ces valeurs-là? L'enfant est seul à la maison parce que les parents travaillent, ils n'ont même pas le temps pour s'occuper de l'enfant. L'enfant est obligé de s'éduquer lui-même. Donc lui-même, il prend son téléphone, il se connecte sur Facebook, il s'éduque lui-même. L'enfant va à l'école où ses camarades organisent des tealings et comme il n'y a rien à faire à la maison, puisque les parents ne sont pas là, il est au tealing avec eux. Au tealing, on se drogue. Au tealing, il y a l'homosexualité. Au tealing, on boit de l'alcool, on fume. Et quand il a fini de faire ça, de temps en temps, il lit un peu. Et comme en général, il y a l'eau, il tombe de temps en temps sur l'eau et il passe. Et toi, tu dis que je recherche 3 community managers. Il postule. Il entre dans ton entreprise. Vous formez une famille ensemble. Et maintenant, il commence à influencer les autres. Parce que du moment où vous êtes dans l'entreprise, il est en contact avec les autres, il les influence. Et du coup, tu ne comprends pas pourquoi. Tu as les valeurs, tu as une bonne idée, tu as de bons projets, tu as tout conçu, mais rien n'avance. Comment ça se fait? C'est parce que la première réalité cachée, c'est que trouver les personnes avec qui tu vas travailler, ce sera ton premier challenge. Parce qu'il n'y a rien de prévu pour que tu puisses avoir des personnes de qualité. Rien n'est prévu pour ça. Il n'y a aucune école actuellement qui est en train de former le type de personnes que toi tu recherches dans ton entreprise. Aucune. C'est pour ça que je disais que dans un premier temps, le problème il est systémique. Parce que les autres pays ont résolu ce type de problème. Les pays sérieux ont résolu ce type de problème. Parce que dans les pays sérieux, ce sont les entrepreneurs qui font les programmes qu'on enseigne à l'école. Ce n'est pas l'inverse. Dans les pays sérieux, c'est nous les entrepreneurs qui écrivons ce que les élèves doivent apprendre à l'école. C'est comme ça qu'on a conçu les programmes dans les pays sérieux. Ça veut dire que moi, par exemple, je suis dans l'industrie agroalimentaire. Est-ce que tu peux m'emprunter ton paquet, s'il te plaît? Je suis dans l'industrie agroalimentaire. Et étant donné que dans mon entreprise ou dans mon industrie, j'ai besoin de personnes qui vont concevoir ce packaging, qui vont réaliser ce carton, qui vont réaliser ce conditionnement qui est à l'intérieur, qui vont cultiver ces plantains de cette variété, qui vont pouvoir produire l'huile du type de variété dont j'ai besoin, qui vont pouvoir conditionner, qui vont pouvoir vendre, ainsi de suite. Du coup, je connais quelles sont les compétences qu'il faut pour que mon entreprise fonctionne. Et comme je connais ça, je vais donc écrire ça. Je vais dire que pour que mon entreprise fonctionne, il y a plusieurs secteurs d'activité qui interviennent. Il y a l'agriculture, j'ai besoin des gens qui savent faire ça. Il y a par exemple le graphisme, j'ai besoin des gens qui savent faire ça. Il y a par exemple le design packaging, j'ai besoin des gens qui savent faire ça. Il y a par exemple, je ne sais pas quoi, l'industrie dans le domaine de l'agroalimentaire, l'huile, les épices, ainsi de suite. Et quand je vais donc rédiger ces programmes, c'est sur la base de ces programmes qu'on va donc mettre en place le programme scolaire. Ce qui fait que l'élève, quand il s'en va en classe, il choisit peut-être une filière agriculture, il va apprendre ce que moi j'ai décidé qu'il apprenne à l'école. Et quand il va donc finir son cursus, je pourrai le recruter.
Parce qu'il a déjà appris pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ce que moi je recherche dans mon industrie. Donc en le recrutant, je n'aurai plus trop d'efforts à faire pour le former ou pour lui apprendre ce qu'il doit faire. Tout ce que j'aurais besoin de lui apprendre, ce sont les valeurs de mon entreprise. Lui dire que, ok, il y a beaucoup d'entreprises qui font ça, mais dans mon entreprise, voici les valeurs. C'est pour ça que quand vous entrez parfois dans les grandes entreprises, vous allez voir des affiches où on dit les valeurs, la vision, ainsi de suite, pour que tu te rappelles de cela chaque jour au quotidien. Et tout ce qu'il aura donc besoin de faire, c'est d'apprendre ça. Parce qu'en réalité, la compétence technique, il l'a déjà, puisqu'il apprend ça à l'école depuis 5 ans, depuis 10 ans. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Parce que moi, par exemple, si nous sommes en Joka et on veut recruter, par exemple, quelqu'un qui va venir faire frire les chips, on va recruter la personne qui vient de quelle école? Il n'y a pas d'école. Il y a quelle école où on apprend à faire frire les chips? Quand je dis frire les chips, vous avez l'impression que c'est facile. Parce que vous avez toujours peut-être pris le plantain au marché, vous êtes rentré à la maison, vous avez épluché, vous avez mis dans l'huile, et puis vous avez mangé. Et vous vous dites que c'est simple. Non, quand c'est une industrie, ce n'est plus la même chose. Quand c'est produit à grande échelle, ce n'est plus la même chose. Lorsqu'il faut calibrer les produits, ce n'est plus la même chose. Il y a une façon de faire. Lorsqu'il faut standardiser la manière de produire, ce n'est plus la même chose. Parce que la production doit être la même, même si les gens changent. Donc, ça veut dire qu'il y a une façon de faire. Et il faut l'apprendre. Le problème, c'est que comme il n'y a personne qui sait le faire, parce qu'il n'y a aucune école qui forme des gens à le faire, qu'est-ce que nous, on est obligé de faire? Un, on est obligé de recruter quelqu'un qui ne sait pas le faire, puisqu'il n'a appris ça nulle part. Et deux, on est obligé de dépenser des coûts supplémentaires pour le former, alors qu'on ne devait pas le faire, puisqu'on devrait normalement recruter quelqu'un qui sait déjà le faire. Donc, on va le former davantage. Alors qu'on devait juste lui partager la vision, on va maintenant le former à faire quelque chose qu'il ne sait pas faire. Ce qui augmente les coûts. Ce qui fait prendre du temps. Et dès qu'on a fini de faire ça, c'est à ce moment qu'il pourra commencer à faire. Et on n'est même pas sûr qu'il pourra le faire sur le long terme. Parce que peut-être, il va vouloir créer sa marque aussi. Et là, on revient aux valeurs acquises à l'école. Parce qu'on lui a appris qu'on compose comme ça. Donc, à un moment donné, il faut qu'il ait sa part. Donc, on ne lui a pas appris à travailler avec les autres, à travailler ensemble. Normalement, à l'école, on doit composer en groupe. Oui, parce que travailler ensemble, ça veut dire que tu es en train de tricher. Non. Dans le monde professionnel, travailler ensemble, c'est la norme. Mais est-ce qu'on apprend ça à l'école? Ces valeurs-là, on les a... Même l'exposé, il y a toujours quelqu'un qui ne fait rien. D'abord, la plupart. La plupart même. Je dis quelqu'un comme si c'est une seule personne. La plupart ne font pas grand-chose. Il y a quelqu'un qui fait 90% du travail. Il y a celui qui ne fait rien, mais il est toujours le mieux habillé le jour de la présentation. Et c'est lui qui distribue les rôles. Bon, toi, tu vas présenter, toi, mettez-vous ici, moi, je vais coordonner comment ça va se passer, alors qu'il n'a rien écrit. Oui, il y a l'autre, c'est que, il dit que les gars, je n'ai pas de temps à perdre. Ça va coûter combien? On dit 25 000. Il dit que j'ai besoin d'un numéro OM là. Il envoie 30 000. Il dit que bon, la soutenance, c'est quand? On lui dit le jour, il vient seulement le jour là habillé, il soutient, il passe, il se filme avec ses bouquets de fleurs. Et le voilà sur le marché de l'emploi que vous allez recruter. Et il va travailler avec vous. Et celui que tu comptes pour que ton rêve se réalise ce soir. Tu ne sais même pas où tu es en train de partir. En fait, ça c'est la première réalité cachée. C'est que rien n'est prévu pour que vous puissiez trouver des personnes qualifiées avec qui travailler. Et c'est valable dans tous les secteurs d'activité. Il n'y a aucun secteur qui est épargné. Et le problème encore qui est grave, et c'est pour ça que je dis que c'est systémique, et c'est ça que j'appelle dans des contingences externes. Parce que vous seul, vous ne pouvez pas résoudre ça. Personne ici individuellement ne peut résoudre ce problème. L'État a mis en place des politiques qui lui permettent de dépenser le moins d'argent possible dans notre éducation. Et là, je vais vous poser une question. Entre former quelqu'un qui fait la C et former quelqu'un qui fait menuiserie, qu'est-ce qui coûte plus cher? Menuiserie, n'est-ce pas? Bon, si vous êtes à la place d'un État qui n'a pas d'argent, parce que les caisses sont vides, raison pour laquelle on dit que maintenant tout le monde doit payer les impôts, puisqu'il n'y a pas d'argent. Il y a des élargissements d'assiettes fiscales chaque année. Chaque jour, on essaie de trouver le moyen de prendre plus d'argent aux populations. Parce que les caisses sont vides. Pour plusieurs raisons. On sait pourquoi les caisses sont vides. Moi, je ne vais pas revenir dessus. Tout le monde le sait ici.
Vous pensez qu'ils vont décider de prioriser quoi? Celui qui fait la C ou celui qui fait la menuiserie? Parce que celui qui fait la C ne coûte rien à l'école. L'école a juste besoin d'avoir une salle comme celle-ci et les bancs, c'est tout. Pour former un gars qui fait la C, cette salle c'est largement suffisant. Dans cette salle, on envoie juste quelques étudiants parce que les enseignants, bon, ils coûtent cher déjà. On prend quelques gars de Ngwaikele là. Tu es très bon en maths, n'est-ce pas? Tu as eu combien au premier semestre? Il dit, ok, c'est bon. Va enseigner là-bas. Tu veux combien? 25 000, ça va aller, non? Puisque de tous les moyens, tu fais d'abord rien. Alors, pourquoi je vais refuser 25 000? On dit, allez, il est vacataire. Allez, vas-y. Et il enseigne en étant fier. Et s'il se fâche, on prend un autre qui est prêt à prendre 15 000 pour montrer d'abord qu'il est fort. Pendant 3 mois d'essai. Et dès que vous avez vu qu'il est fort pendant 3 mois, il négocie maintenant à 20 000. Vous voyez? Maintenant, le gars vient et les étudiants, les élèves sont là en classe. Mais il prend le tableau, il fait du sale. Il noircit, il gâte le tableau, gâte le cerveau. Et après quelques mois, ils passent l'examen et puis ils ont le bac. Non? Ils viennent d'avoir le bac C. Maintenant, si on doit former des gens en menuiserie, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, laissons d'abord les machines. On aime trop parler des machines. Il faut d'abord quelqu'un qui connaît la menuiserie. La première étape. Parce que tu parles de... Qui va utiliser la machine? Si on n'a pas quelqu'un qui connaît. Première chose, c'est de trouver quelqu'un qui maîtrise la menuiserie au point d'être capable d'enseigner la menuiserie à d'autres personnes. Bon, la personne là va venir d'où? Selon vous, la personne là vient de quelle école? Il a appris à qui? Il a appris chez qui? La plupart des fois, ce sont les autodidactes. Hein? La plupart des fois, il a appris aussi au quartier parce qu'il était passionné par la menuiserie, il regardait les vidéos, son père était menuisier, il a appris aussi avec la machine comme ça. C'est comme ça qu'il a appris. Parce que si tu veux prendre ceux qui viennent de l'école, eux, ils connaissent très bien la menuiserie théorique. Il peut t'expliquer les concepts créés dans le domaine de la menuiserie. Il peut te parler des lois dans la menuiserie. Mais si tu mets la machine, tu dis que voilà le bois, il veut les planches, il dit que mon type. Ça, ce n'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est d'expliquer le processus qui permet de passer de la bille de bois aux planches. Maintenant, il faut quelqu'un d'autre qui va venir faire les planches. Alors, moi, je ne fais pas les planches. Je n'ai pas appris ça à l'école. Donc, vous voyez que déjà, pour former un élève en menuiserie, déjà qu'il faut plusieurs personnes qualifiées, ce qu'on n'en a pas assez. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut des ressources matérielles. Parce que l'élève en question, on ne peut pas seulement apprendre la menuiserie en classe. À un moment donné, il va bien falloir qu'on sorte, on parte scier un arbre, on lui montre comment ça se passe, on lui montre comment on transporte la bille de bois, on lui montre comment on transforme l'arbre pour pouvoir obtenir une chaise, une table, ainsi de suite. Vous voyez que tout ça doit être financé par l'État, parce qu'il faut que l'école ait tout ça. L'école doit avoir ces personnes qualifiées. Qui dit qualifié dit que ça coûte plus cher. Parce que je vous ai dit que l'étudiant, 25 000, il est déjà en salle de classe, il peut enseigner toute la semaine, pendant 1 mois, pour montrer d'abord qu'il est fort. Parce que d'abord, quand il est en terminale, il aime d'abord montrer qu'il est fort, il est le plus puissant en mathématiques. Donc si on lui donne 25 000 pour ça, c'est le pain béni. Donc vous voyez que pour ceux qui font la générale, ça ne coûte presque rien. Mais ceux qui font la technique 1, il faut un menuisier qui est fort. Si un menuisier est fort et il accepte de venir en salle de classe donner cours, ça veut dire qu'il a laissé peut-être sa menuiserie. Ça veut dire qu'il a laissé son activité pour venir en classe. Donc, il ne peut pas accepter 15 000. Il ne peut pas accepter 50 000. Il va demander plus d'argent. Déjà pour ses honoraires. Maintenant, il faut des machines. Et lorsqu'on parle déjà de machines, ça veut dire qu'il faut les pièces de rechange. Ça veut dire qu'il faut des techniciens. Parce que si la machine tombe en panne, on ne va pas arrêter de faire cours. Il faut réparer directement ou changer la machine. Il faut assurer la machine. Parce que si la machine se gâte, on ne va pas dépenser un nouveau budget pour acheter une autre machine. Vous voyez que si je dois prendre en compte toutes ces charges et en considérant que l'élève va fréquenter comme ça pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, rien que la menuiserie, ça va coûter tellement cher. Et on ne peut pas dire à l'élève que la pension c'est 2 millions dans le public. C'est impossible. Personne ne va payer. Quel parent pourra payer 2 millions ou 1 million la pension par an pour que son enfant fasse menuiserie? Il faut que ce soit à la bourse du foyer moyen.
Donc l'État doit subventionner le reste d'argent pour que lui puisse fréquenter en payant peut-être seulement 100 000 ou 50 000. Sauf que l'État n'a pas d'argent. Donc du coup, ils vont prioriser qui? Ceux qui font la C, ceux qui font la D, ceux qui font la A. Et tous ceux qui font les menuiseries, maçonnerie et tout ça là, on va essayer de se battre pour qu'il s'arrête au maximum au cap. Dès qu'il finit le cap, on lui montre comment faire pour travailler directement. Alors que même son cap là, il n'a même pas appris grand chose. Parce qu'on sait tous qu'à l'école, il n'y a pas grand chose. C'est pour ça qu'on n'allait pas voir d'université en menuiserie. Puisque ce n'est même pas prévu. Ça coûte trop cher. Si déjà même l'école, on ne peut pas faire, comment il y aura l'université des maçons? Vous connaissez une université des plombiers? Bon, quand il n'y a pas d'école spécialisée pointue dans ces domaines, on va construire nos maisons comment? C'est pour ça qu'il y a un qui ressemble à ce que vous voyez là. Quand vous prenez l'avion, vous suivez ce pays, vous avez l'impression qu'on est dans... Vous vous demandez si les gens vivent là, mais on vit là depuis plus de 30 ans. Parce qu'il faut un peu aller dans d'autres pays pour comprendre dans quoi nous sommes. Nous sommes dans du n'importe quoi, mes amis. Nous sommes dans du grand n'importe quoi. Et ce n'est pas prêt de changer. Parce qu'il y a parfois, tu es dans une situation difficile, mais le bout du tunnel n'est pas loin. Tu vois, souvent quand tu travailles, tu sais que c'est difficile maintenant, mais d'ici peut-être 6 mois ou 1 an, je sens quand même une piste là où je peux m'en sortir. Mais ce que nous on est en train de faire, c'est... En fait, on n'est pas encore sur la route. Tu vois? Peut-être si la route faisait 600 km, on n'est pas encore au début de la route. On est encore en train de s'asseoir à côté pour savoir si on doit prendre la route ou pas. D'autres sont en train de prendre une route inverse. Donc pour nous rattraper, ils doivent d'abord revenir au départ avant de prendre la route. C'est là où nous sommes. Parce que quand tout est fait comme ça, c'est pour ça que rien ne fonctionne. Et c'est systémique. Ce n'est pas toi l'entrepreneur qui est le problème. Tu as une très bonne idée, tu es très déterminé, tu as une compétence extraordinaire. Mais tu es dans un contexte où rien n'est fait pour que cela te facilite la tâche. Rien du tout. Et ce n'est pas prêt de changer.